Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des aides en naturopathie pour les enfants. Donc dans une première partie, je vais amener on va dire mon regard, ma vision sur ce qu'est l'enfance, même si on pourrait en parler des heures, mais en tout cas une approche pour essayer justement d'avoir une compréhension peut-être un petit peu plus large sur ce qu'on pourrait appeler une période de la vie. Mais pour moi, c'est bien plus qu'une période, c'est vraiment une base, un socle sur ce que va être la vie future. Donc, première partie où je vais amener en tout cas des pistes de réflexion et de compréhension. Et puis une deuxième partie, un côté un petit peu plus pratique avec des exemples concrets d'aide en naturopathie. Donc, dans un premier temps, il faut savoir, bon, bien évidemment ça tout le monde le sait, mais on va dire le mettre dans une compréhension plus fine, que bon, le bébé quand il arrive au monde, il a déjà eu une vie à l'intérieur du ventre de sa mère. Donc déjà, il a eu 9 mois où il s'est passé plein de choses pour lui. Alors, quand je disais tout le monde le sait, oui, mais c'est pas si, on pourrait dire, si vieux que ça. Parce qu'il y a encore peu de temps, on va dire, que le bébé a été considéré vraiment comme un être sensible et pouvant souffrir. Donc la vie prénatale n'était que peu envisagée, on va dire. Donc pourtant, maintenant, bah, évidemment, ça a évolué tout ça, et donc bien sûr que la vie qui se passe donc dans le ventre de la mère a une importance primordiale, puisque le bébé, bah, bien sûr, va ressentir et va capter ce qui se passe pour la mère. Donc notamment si elle vit bien sa grossesse, ou bien si elle est stressée, si elle a des peurs pour multiples raisons, son alimentation, bien sûr, si elle est accompagnée dans sa grossesse, etc., le suivi médical, familial. Il y a tout plein de critères qui rentrent en compte et qui vont avoir donc une influence, bien sûr, sur le bébé. Pour moi, je trouve que cette vie prénatale est comme un terreau, en fait, vraiment une base, un socle, un terreau sur lequel va pousser, va croître l'enfant. Donc, je précise, tout ce que je vais préciser là, en fait, c'est des choses que quand les gens viennent en consultation, viennent me demander conseil, c'est des choses que je pose quand ils arrivent en me disant, voilà, n'importe quel âge de l'enfant, et puis bien sûr après adulte évidemment, mais là on va se concentrer sur l'enfant. Euh, Quand ils me disent voilà, je rencontre tel problème, mon enfant a ça, des allergies, des ci, des là, et pour moi ce sont des choses vraiment importantes sur lesquelles je vais questionner la mère, les parents, voilà comment ça s'est passé à cette période-là, etc. Donc c'est un travail aussi en amont et une réflexion en amont. Un enfant et un adulte aussi, mais un être humain n'a pas des troubles ou des manifestations qui n'ont pas de cause. Donc après, bien sûr, il y a multiples causes, mais en tout cas, c'est des choses vraiment très importantes qui sont à prendre en compte. Donc, dans un premier temps, voilà, se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de la mère. C'est vrai que c'est intéressant parce que on va voir après qu'il y a certaines choses, peut-être des peurs inexpliquées ou des paniques, des choses comme ça, qui peuvent trouver leur origine, leur explication en tout cas avant la naissance. Donc il y a cette importance de cette vie intra-utérine. Ensuite il y a l'accouchement. Donc là bien sûr c'est l'étape, on va dire, vraiment très importante, peut-être pas la plus importante, mais une des étapes fondamentales, à savoir les conditions de cet accouchement. Euh, si le bébé a la possibilité, quand il arrive au monde, d'être directement en contact avec sa mère, ou bien s'il en est coupé, s'il en est séparé directement pour de multiples raisons. S'il a besoin de soins médicaux, l'utilisation d'appareils aussi, d'instruments pour la naissance et tout ça, c'est loin d'être anodin. Et voilà, tout ça, ça constitue quand même des traumatismes. Il faut savoir quand même que la naissance, c'est quand même un premier, on pourrait l'appeler un premier traumatisme, parce que c'est vraiment mourir à une ancienne condition de vie,
sécuritaire, en confiance dans le ventre de la mère, etc. Même s'il se passe des choses pas toujours très sympas, mais en tout cas c'est un environnement connu, pour arriver au monde dans quelque chose qui peut paraître quand même au premier abord assez froid et pas très agréable. Donc c'est une première... voilà, cet accouchement-là, vraiment, les conditions de l'accouchement sont vraiment des choses très importantes à voir et qui peuvent aussi être la, la, la cause de certaines manifestations plus tard. Notamment avec cette notion de séparation, la séparation d'avec la mère, hein, bien sûr. Donc il peut créer vraiment des traumatismes assez importants. Et tout ce qui est soins et voilà, des choses comme ça, un peu brutales qui sont faites aux nourrissons, voilà, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont conclu que ça pouvait être l'explication de, par exemple, de crises de panique inexpliquées, enfants ou adultes, voilà, des choses, des traumatismes, enfin, et ça, enfin, moi, ça me paraît évident. Maintenant, c'est des choses, enfin, vraiment qu'il faut, je trouve, conscientiser. Alors, une fois que l'enfant donc voilà est arrivé, la question à se poser, c'est est-ce qu'il a la possibilité d'allaiter? Donc, ben, dans le meilleur des cas, c'est oui. Et donc là, évidemment, il va bénéficier donc de la meilleure nourriture qui soit. Voilà, avec l'essentiel hein, qui va se trouver dans le lait maternel. Après, pour de multiples raisons, des fois l'allaitement n'est pas possible. Et donc, à voir comment l'enfant va être alimenté. Bon, ça, on en reparlera dans la deuxième partie. L'allaitement est évidemment très important, non seulement bien sûr déjà pour le contact de l'enfant et de la mère, ça paraît une évidence, mais aussi pour ce que contient le lait maternel, qui est donc la meilleure source d'alimentation qui soit pour un enfant, et en plus de ça, eh bien, qui va lui permettre d'avoir une meilleure constitution. Une chose que j'ai oubliée, juste au niveau de l'accouchement, à savoir si l'accouchement, il s'est fait par voie naturelle, ou bien s'il y a eu une césarienne. Parce que là aussi, ça va déterminer pas mal de choses, notamment au niveau des défenses immunitaires et du microbiote, donc de l'enfant. Le microbiote, en fait, de l'enfant, il va déjà dans un premier temps se constituer avec le contact du microbiote de la mère, mais si donc l'accouchement se fait par voie naturelle, il va bénéficier de toute la flore finalement microbienne de la mère. Donc il va avoir une meilleure protection. S'il arrive par césarienne, il va pas, beaucoup moins en tout cas, avoir cette protection immunitaire de base. Et il y a même des études qui ont été faites qui ont comparé des enfants donc, qui sont nés par voie basse et d'autres par césarienne, et en fait le microbiote n'était pas le même. Il n'y avait pas les mêmes bactéries suivant le type d'accouchement. Donc ça peut nous donner une idée sur le système immunitaire, dans quel état déjà est le système immunitaire de l'enfant. Ça peut nous donner une belle piste de compréhension. Et juste pour vous donner un chiffre, par exemple en Chine, il faut savoir que presque un enfant sur deux naît par césarienne. En France, on est à 1 sur 5. Donc, et puis, il y a le traumatisme de tout ça aussi. Hein, donc, c'est vraiment des choses très importantes à voir. Voilà, donc, je reviens sur l'allaitement. Donc oui, l'allaitement, c'est pareil. Voilà, c'est la base et ça va être effectivement quelque chose qui va permettre aussi à l'enfant au fur et à mesure d'être plus fort et de se développer de manière normale, une croissance normale, etc. Voilà. Il faut savoir donc aussi par rapport au système immunitaire, donc l'enfant a ce qu'on peut appeler une immunité passive. Donc, c'est-à-dire qu'il va dans un premier temps être protégé par l'immunité de la mère, le système immunitaire de la mère. Avant, il y a quelques temps de ça, on disait que les deux voies donc, du système immunitaire étaient équilibrées vers l'âge de 2 ans. Donc la voie du système immunitaire inné et adaptatif.
aujourd'hui, on constate que ces deux voies s'équilibrent à partir environ de l'âge de 7 ans. Donc on voit bien le recul et que finalement la maturation du système immunitaire de l'enfant arrive beaucoup plus tard. Alors pourquoi? Bien, c'est un peu comme un espèce de cercle vicieux. Avant, il y avait, voilà, il y a quelques siècles, il y avait très peu d'hygiène. Aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire que tout est beaucoup aseptisé, désinfecté à outrance, etc. Donc, déjà, quand on est dans un environnement comme ça, le système immunitaire, il va peut-être pas trop se développer parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Sauf que quand va arriver quelque chose d'un petit peu plus important, ça va pas être facile pour se défendre soi-même. Donc il y a non seulement ce surplus, sur-désinfection, sur-hygiène, on pourrait dire ça comme ça. Il y a aussi la vaccination qui, à mon avis, bon, je ne vais pas faire une polémique là-dessus, c'est pas nécessaire, mais juste si on réfléchit un minimum et qu'on a un minimum de bon sens, on voit bien que vacciner un enfant avant la maturation de son système immunitaire est pas très cohérent. Donc déjà, avant de vacciner un enfant avant l'âge de 2 ans, c'était pas ce qu'il y avait de plus efficace, enfin en tout cas de plus sain. Et alors aujourd'hui que le système immunitaire est, on va dire, équilibré vers l'âge de 7 ans, on se pose des questions. Mais là aussi encore, c'est une espèce de cercle vicieux. Et pour moi, ce que ça reflète, c'est une espèce de surprotection sans arrêt. Donc après, qu'est-ce que veut dire cette surprotection ? On pourrait en parler, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, il y a une espèce de surproduction, mais aussi surprotection médicale et on pourrait dire affective sur cet enfant. Et on va pas lui donner la possibilité de se développer par lui-même. On va pas lui donner la possibilité de développer sa propre défense, ses propres barrières immunitaires, son système intestinal, etc. Puisque tout va être aseptisé, tout va être protégé, si, là. Donc ça va pas. Donc il y a les vaccins qui sont beaucoup trop tôt, il y a les antibiotiques. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner un antibiotique dès le premier signe d'inflammation? Alors bien sûr, sauf si c'est très grave, mais un enfant qui a de la fièvre, pas très élevé, c'est normal et c'est même sain. Ça montre que son système immunitaire et son système de défense est actif. Donc c'est pas dès les premiers, même si on peut avoir un peu peur et ça peut être compréhensible, mais dès les premiers signes de fièvre, ça sert à rien. Enfin, ça sert, si, ça va calmer la fièvre, mais ça va empêcher l'inflammation de jouer son rôle et de défendre finalement le corps. Donc on voit bien que tout ça, c'est une espèce, encore une fois, de cercle vicieux. Donc une espèce de surprotection, mais qui amène à quoi? Qui amène à une faiblesse. Une faiblesse et qui empêche le développement naturel, normal, des propres défenses de l'enfant. Donc ça aussi, ce sont des choses importantes à voir. Si effectivement l'enfant a des problèmes plus tard, et bien voilà, à partir de quel âge est-ce qu'il a eu des antibiotiques, est-ce qu'il a été vacciné, dans quel environnement il vit, est-ce qu'il a des contacts avec les autres ou pas trop, enfin, il y a tout plein de choses qui sont à prendre en compte. Ensuite, des choses tout simples, voilà, quand l'enfant arrive, eh bien, les besoins de l'enfant. Alors, les besoins de l'enfant, ils sont assez simples malgré tout. L'enfant va avoir besoin de sécurité, va avoir besoin d'affection. J'utilise ce mot parce que le mot amour est encore une autre vision, mais en tout cas d'affection, de toucher, de contact, notamment avec sa mère, avec son père, avec les autres, de nourriture, bien évidemment. Donc ce sont des besoins, on va dire, primordiaux. Tout ça, ça peut paraître des évidences, mais pourtant c'en est pas tant que ça. Parce que pendant très longtemps, donc même, il y a eu certaines théories psychanalytiques qui ont considéré l'enfant comme pouvant être manipulateur et comme pouvant, le bébé surtout, pouvant être déjà à la base mauvais ou méchant ou manipulant son entourage pour obtenir satisfaction. Et là, on se dit, mais dans quoi on est tombé? Parce que si on commence à voir ça comme ça, c'est pas gagné. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ces théories qui sont apparues? Tout simplement parce qu'il y a eu projection de ces personnes qui ont mis ces théories en place sur leur propre vécu d'enfant. Donc là, si on part là-dessus, on va jamais s'en sortir. Et il faut revenir à la base, en fait, à la base.
et puis peut-être même juste se référer, par exemple, à ce qui se passe dans la nature, aux animaux, ce qui se passe dans la nature. Il n'y a pas tout ce fatras émotionnel, tout ce fatras que l'être humain se met en tête, et sur ses projections, qui ne sont que le reflet de son propre vécu d'enfant. Et donc, c'est intéressant pour les parents de se poser la question, à quoi me renvoie l'enfant? À quoi est-ce qu'il me renvoie quand il crie, par exemple? À quoi est-ce qu'il me renvoie quand il exprime son besoin, peut-être qu'il a faim, etc. Ça peut être difficile, des fois, pour une mère, par exemple, qui a eu une enfance compliquée, douloureuse, ou qui a dans son esprit une certaine vision de l'éducation peut-être un peu stricte et sévère. Ça peut être compliqué pour elle de répondre de manière spontanée et affective à un enfant qui crie et qui a faim. Parce que si elle-même a été brimée pendant son enfance, si elle-même, si on n'a pas répondu à ses propres besoins à elle, ça va être compliqué pour elle de répondre aux besoins de son enfant. Et je pense que comme on apprend à marcher, à écrire, à lire, ou je sais pas quoi, on devrait apprendre à, comment dire, à être parent peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, quand je dis ça, c'est que chacun, alors ça serait une utopie, mais plus il y aura de gens qui vont faire ça, mieux ça sera pour l'évolution, on va dire, et pour les générations futures. C'est-à-dire que chacun puisse aller voir avec honnêteté, courage parce qu'il en faut, lucidité, son propre passé et son propre vécu d'enfant. Alors le voir c'est bien, mais après qu'est-ce qu'on en fait? C'est le voir et le libérer. Pouvoir se libérer de toutes ces choses, de tous ces dénis, de tous ces non-dits, de tous ces refoulements d'émotions qui ont été vécus par le parent et qui risquent en fait projeter sur ses enfants. Donc on va se retrouver dans une situation qui ne va pas être cohérente. Donc l'idéal, ça serait que voilà, chacun puisse faire un minimum de travail avant d'être parent sur lui-même pour se dire, déjà se poser les bonnes questions par rapport au fait d'avoir un enfant. Parce que des fois, inconsciemment, ça peut être aussi le fait de, eh bien, de se décharger de quelque chose qu'on a vécu et qui est compliqué. Et hop, on va le décharger sur l'enfant ou sur les enfants des autres. Mais voilà, quand c'est son propre enfant, c'est encore autre chose. Et donc voilà, c'est vraiment style-là parce que s'il n'y a pas ce minimum de travail fait, eh bien on va se retrouver dans quelque chose de totalement injuste. Pourquoi? Parce que le parent va finalement pas voir vraiment à quoi ça renvoie, à quoi l'enfant le renvoie, et il va projeter ses propres blessures, ses propres refoulements. Alors pour la plupart du temps, ça va être inconscient bien sûr, mais c'est là que c'est un problématique. Il faudrait le rendre conscient, mais ce serait bien de le faire avant que l'enfant arrive. Et donc il va projeter ce qui n'a pas été résolu, enfin ce qui n'a pas été vraiment vécu, et c'est son propre passé, sur son enfant. Et donc il ne va pas répondre de manière juste et appropriée aux besoins de l'enfant. Il va répondre aux siens. Et en plus si ça n'a pas été répondu dans son enfance à lui, il risque de ne pas bien y répondre sur son enfant. Donc on voit bien que tout ça, c'est des choses qui sont à éclaircir, comme à dénouer, j'aurais envie de dire. Parce que le problème, c'est que quand on ne répond pas aux besoins de l'enfant, bon, par exemple, un enfant, il va crier la faim. Pour multiples raisons, sa mère va pas venir et va pas lui répondre à ses besoins instantanément ou assez rapidement, etc. Au bout d'un moment, l'enfant, il va comme se résigner et il va au bout d'un moment arrêter de pleurer. Sauf qu'il va s'arrêter de pleurer, mais sans satisfaction. Et là, ça va pas parce qu'en fait, il va y avoir une frustration et quelque chose de bloqué émotionnellement qui, quoi qu'il en soit, à un moment donné dans sa vie d'adulte, risque de ressurgir. Et c'est ce qu'ont appelé certains psychologues, c'est cette pédagogie, comme ils l'ont appelé, cette pédagogie noire. C'est-à-dire que, voilà, avec cette vision de l'enfant comme étant, comme devant obéir, comme devant
recevoir des coups pour comprendre, une gifle, etc. Bon, après il y a des stades d'évolution dans la violence, bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a pas de petite violence, qu'elle soit physique ou verbale ou émotionnelle. Et la croyance donc sur cette façon de faire est très ancrée dans le monde, que l'enfant doit obéir, il doit quelque part répondre aux besoins de l'adulte. Et ça c'est fantastique, mais c'est comme ça. Et on voit bien toutes les dérives et tous les abus qui sont faits sur les enfants à cause de cette idée-là, et notamment avec l'idée de l'obéissance et de la punition. Comme quoi un enfant va comprendre mieux s'il est puni. Non, si on va voir en amont, si il a soi-disant fait une bêtise ou s'il doit être puni, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avant, quoi. Alors après, il y a des niveaux de gravité, etc., bien sûr, mais cette idée d'association entre amour et obéissance, pour moi, c'est très grave. Et je pense que c'est quelque chose qui ronge vraiment le monde actuel, les sociétés actuelles. C'est ce lien entre amour et obéissance. Mais regardons la situation. Si l'enfant, quand il est petit, si on lui donne des coups, et si on lui dit, voilà, tu obéis à ça et tout, et je fais ça pour ton bien parce que je t'aime. L'enfant, pour lui, il ne peut pas remettre en question l'adulte. Donc pour lui, dans son cerveau, il va faire association amour-obéissance. Donc, cet enfant-là, il va grandir avec cette idée. Alors ça va se répéter avec les profs, ça va se répéter avec un compagnon, ça va se répéter avec différents niveaux de vie. Et si un jour il a des enfants, il va faire la même chose. Donc il va dire, attends, toi, moi je t'aime, mais il faut que tu m'obéisses. Et je t'aime, donc je te fais ça. Voilà, je te donne une baffe aussi, et c'est le fameux, c'est pour ton bien. Et il y a un truc qui est très subtil, c'est que quand cette idée d'amour et d'obéissance est associée, le parent qui a donc vécu ça dans son enfance, il va se dire, bon, alors moi j'aime mon enfant, mais je veux qu'il m'obéisse. Mais si l'enfant il n'obéit pas, ce qu'interprète l'adulte, entre guillemets, le parent, c'est « Ah, mon enfant m'aime pas. S'il m'obéit pas, c'est qu'il m'aime pas. » Et là, c'est la catastrophe, parce que c'est pas du tout ça, en fait. L'enfant, s'il obéit pas, c'est pas parce qu'il aime pas son parent. Non, bah c'est juste parce que peut-être ça correspond pas à ce qu'il doit faire ou à comment il doit se comporter, et à un moment, peut-être que l'enfant, il dit non. Et ce non-là, il est pas supportable par le parent, parce que lui-même n'a pas pu dire non face à ses propres parents. Donc on voit ce cercle infernal et qui malheureusement entraîne bien la violence. La violence parce que des adultes après qui veulent absolument à tout prix se faire obéir, et même sous couvercle d'amour, c'est ça qui est encore plus grave, on va retrouver soit des adultes totalement soumis à des pères qui soi-disant leur prônent l'amour, ou alors eh bien, des dictateurs. Voilà où on en arrive. Et finalement, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ça, on se dit, mais ouais, effectivement, le travail sur soi, honnête, vivre à l'âge adulte ce qui n'a pas pu être vécu à l'enfance est primordial. Et même urgent, j'aurais envie de dire, pour soi-même et pour les générations d'après. Si on veut arrêter ce cycle et ce cercle infernal de violence et tout ça, il est vraiment temps de se poser avec les bonnes questions. C'était un aparté que j'avais envie de faire qui me semble indispensable parce que, évidemment, tout ça, ça va entraîner des troubles. Le corps de l'enfant et plus tard de l'adulte va s'exprimer de multiples manières, mais en grande partie, presque tout le temps, on va trouver une explication. Chez l'adulte, on va trouver une explication peut-être, voilà, avec déjà tout ce que j'ai dit avant aussi, bien entendu, les conditions de la grossesse, l'accouchement, etc., l'allaitement et tout. Bien sûr, ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Mais en naturopathie, on voit large. Et on essaie de prendre en compte le maximum de choses pour justement pouvoir après directement aller, comme on dit, à la cible. Et quand on a trouvé la cible, on va pouvoir la déraciner, cette cible. Donc on va peut-être bien pouvoir enlever la souche de certaines manifestations, certaines pathologies, qu'elles soient psychologiques, physiques, et souvent ça va ensemble, mais c'est très important. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont primordiaux. Et que moi, je m'engage vraiment à mettre en lumière quand les gens viennent me voir, qu'ils soient adultes ou enfants, c'est des choses extrêmement importantes.
Donc maintenant, voilà, on va passer à la deuxième partie, donc avec des choses un petit peu plus concrètes, même si tout ce que je viens de dire c'est quand même assez concret, mais on va dire des exemples pratiques d'aides qu'on peut trouver en naturopathie. Et bien sûr, sans jamais oublier tous les facteurs qu'on vient de voir auparavant. Donc par exemple, chez le nourrisson, si on prend les troubles les plus fréquents, ça va être essentiellement donc de la régurgitation et puis peut-être des problèmes de sommeil, choses comme ça. Donc les problèmes de régurgitation, par exemple, on peut peut-être faire un lien avec l'allaitement. Est-ce que l'enfant est allaité ou bien alors est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il mange en fait? C'est le nourrisson, qu'est-ce qu'il a comme lait? Pour moi, c'est juste une aberration de nourrir des enfants, des humains avec du lait de vache. Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, ben, voilà, c'est ce qui se fait de manière la plus classique. Les laits maternisés avec les rajouts donc de plein de choses qui sont adaptés entre guillemets à l'enfant. Mais en tout cas, il peut y avoir des phénomènes d'intolérance à ce lait-là et provoquer voilà, des espèces de régurgitation parce que c'est pas très naturel. Donc il y a ça, il y a ce critère-là à voir. Si ça peut venir d'une alimentation qui soit pas donc le lait maternel. Alors, pour les conseils pratiques, donc si vous avez besoin ou si vous souhaitez me poser des questions, vous avez le lien vers mon site internet donc sous la vidéo, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter si vous voulez une consultation ou si vous avez besoin de renseignements par rapport aux plantes dont je parle. Et pour les laits, donc maintenant il y a des choses qui sont faites et que je trouve qui sont des belles alternatives quand il n'y a pas possibilité d'allaitement pour les enfants, donc qui sont des laits bio, des laits végétaux infantiles par exemple. Là vous pouvez aller donc chez votre pharmacien, alors de préférence un pharmacien qui est plutôt orienté herboristerie, c'est bien, on en trouve maintenant, il y en a des super. Et vous pouvez lui demander conseil, tout à fait, pour trouver quelque chose qui soit quand même beaucoup plus adapté à l'enfant. Et puis au niveau des plantes, alors on va retrouver vraiment, moi je vais dans la simplicité. Et pour les enfants, pour moi, il y a 4 plantes qui sont basiques, essentielles et qui peuvent régler la majeure partie des problèmes. On n'a pas besoin de partir dans des extrapolations. Même avec les plantes, on peut faire avec des choses vraiment très simples. Donc il y a une plante de base pour l'enfant, c'est la mélisse. Donc la mélisse, on peut très bien en rajouter un petit peu, par exemple dans le biberon ou quoi, pour justement calmer au niveau digestif, mais aussi pour relaxer au niveau de la tête, tout ça, donc être plus tranquille. La mélisse, elle est super pour ça. Donc on peut très bien agir par rapport à ça. Alors après, il y a les huiles essentielles, mais bon, on va éviter les huiles essentielles pour les enfants. Normalement, c'est peu recommandé. Enfin, faut vraiment respecter les consignes et les précautions d'emploi. Après, en diffusion, par exemple, oui, on peut diffuser, par exemple, la lavande, la classique lavande, mais voilà, il faut éviter de toute façon de diffuser quand l'enfant est dans la pièce. On peut le diffuser avant, par exemple, mais bon, c'est classique. Mais après, moi, j'aime bien avoir quelque chose un peu plus... voilà, là, la mélisse, par exemple, c'est très simple d'utilisation. Et puis, l'essentiel, c'est qu'en plus, voilà, ils puissent la prendre par voie orale et ça va agir donc à différents niveaux pour détendre. Après, il y a, donc pour les enfants, il y a tout ce qui est probiotique, mais là, c'est vraiment au cas par cas, parce que pour moi, comme je vous le disais, l'important, c'est que l'enfant développe lui-même son indépendance à tous les niveaux, et aussi au niveau intestinal. Mais après, voilà, des probiotiques, ça peut être intéressant de manière un peu plus passager ou temporaire pour l'aider. Quand voilà, il y a vraiment un problème à ce niveau-là, on va pouvoir l'aider aussi avec des probiotiques. Mais ça, c'est au cas par cas, parce qu'il y a différentes associations et suivant les cas des enfants. Après, si par exemple on a un enfant qui a des infections qui commencent vers l'âge de 3 mois, donc là, il peut y avoir aussi, bien sûr, le terrain héréditaire, si le parent aussi a des allergies, etc. Donc là, on peut aussi travailler sur l'adulte et sur son système immunitaire. Mais pour l'enfant, voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sont des pistes qui vont nous indiquer si effectivement il y a peut-être un manque du système immunitaire au niveau de la voie adaptative. Donc, il y a une deuxième plante qui me semble très intéressante, qui est très intéressante pour les enfants, et notamment pour les infections à répétition, pour les allergies, pour tout ce qui est asthme, etc. Donc, c'est le cassis. Alors, en gémothérapie, puisque moi, j'aime
bien être dans les synergies des plantes. C'est là qu'on a l'effet le plus sain et le plus naturel. Donc le gémothérapie, ce sont donc les bourgeons de cassis qui sont super. Alors bien sûr après avec des dosages adaptés pour l'enfant, mais en tout cas ce qui est génial avec le cassis, c'est qu'il va avoir une action globale sur le système immunitaire en régulant. Donc en stimulant la voie qui a besoin d'être stimulée et en régulant celle qui est en trop, notamment dans les allergies. Donc on peut l'associer avec d'autres plantes, là c'est au cas par cas, hein, comme d'habitude, mais c'est vraiment une base. Voilà, c'est une base en tout cas. Alors ensuite, pour tout ce qui est, par exemple, quand l'enfant va grandir, tout ce qui est peut-être les peurs d'aller à l'école. Hein, bon. Alors là, évidemment, toujours prendre en compte les facteurs qu'on a vus avant. Donc les maux de ventre, les petits stress, des troubles de comportement, les troubles par exemple soit en hyperactivité ou alors peut-être un enfant qui va être vraiment peut-être très timide, introverti, ou peut-être des comportements agressifs. Alors, on va dire, c'est normal dans l'évolution d'un enfant. Il va passer par différents stades, évidemment. Voilà, il n'y a rien de grave à ça. Là où il va falloir y accorder un petit peu plus d'importance, c'est quand ça va se répéter ou se manifester d'une manière vraiment trop importante qui va devenir gênante pour l'enfant et pour les adultes et pour ses camarades, etc. Donc c'est là où il faut quand même se poser les questions et se dire là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. En attendant, on peut aider à soulager ça. Donc, on peut toujours rester avec notre mélisse, puisqu'elle va avoir à la fois une action donc, sur les spasmes au niveau de la digestion et de l'anxiété. Et on va pouvoir l'associer, par exemple, la mélisse, on peut l'associer à la passiflore, qui est vraiment très efficace. Il y a des études qui ont été faites sur la passiflore en comparaison avec des anxiolytiques chimiques. La passiflore, elle a exactement les mêmes effets sur l'anxiété qu'un médicament chimique. Et bien évidemment, sans l'accoutumance et sans les effets secondaires. Donc, c'est vraiment super. Donc ça, c'est vraiment des plantes qui peuvent aider, mais il ne faut pas sous-estimer donc les manifestations, jamais, quelles qu'elles soient, chez l'enfant. Voilà, ça peut être tout à fait dans des processus naturels, mais quand on voit que ça prend des proportions trop importantes, là, voilà, il faut quand même aller voir peut-être un petit peu plus en amont ce qui peut provoquer ces états-là. Et voilà, aussi il y a penser à la vitamine D, bien évidemment. La vitamine D, c'est comme chez les personnes âgées, des fois elle peut être déficiente chez l'enfant, donc pourquoi pas faire des cures de vitamine D. Et puis avoir aussi, suivant l'alimentation, il peut y avoir besoin de complémentation, peut-être en vitamines, oligo-éléments, mais ça c'est au cas par cas, bien évidemment. Autre chose pour le sommeil, par exemple pour les troubles de sommeil, donc une plante très connue et très efficace. C'est pas parce que ce sont des plantes qu'on pourrait dire ah ouais c'est banal ou voilà. C'est pas parce que il y a des plantes avec des noms super exotiques et tout que ça va avoir des super effets, je sais pas quoi. Non, on peut rester très bien dans la base, dans des plantes tout à fait classiques qu'on peut trouver partout et qui ont pour autant une réelle efficacité. Donc par exemple pour tout ce qui est sommeil, on peut penser au tilleul. Donc là, pareil, on va pouvoir l'associer par exemple avec la passiflore ou avec la mélisse, à voir suivant les cas. Mais en tout cas, c'est des plantes qui marchent, donc on s'en sert. Et oui, je voulais juste revenir aussi sur une autre plante. Donc pour moi, il y a vraiment la mélisse qui est la base, le cassis pour tout ce qui est système immunitaire, allergie, etc. La passiflore, voilà, dans les cas un petit peu plus anxieux. Et il y a le bourgeon de figuier qui est très intéressant aussi pour les enfants parce que et pour les adultes bien sûr, hein, mais il va avoir également une action donc sur le digestif et sur le système nerveux, mais il va avoir aussi une action pour certains cas qui sont assez typiques de l'enfance, comme par exemple la peur du noir. Donc là bien sûr on peut y trouver des causes autres, mais en tout cas ça peut aider à soulager, à apaiser donc cette peur du noir, et puis tout ce qui est phénomène d'énurésie. Donc quand l'enfant fait pipi au lit, un petit peu plus tard, etc. Donc là c'est pareil, le figuier, il va avoir une action vraiment intéressante pour ces cas-là. Sans oublier les causes qui peuvent être évidemment émotionnelles, psychologiques et autres, mais ça c'est à voir plus au cas par cas, évidemment.
J'ai fait le tour, et j'ai fait le tour de ce qui me semblait en tout cas essentiel euh, pour aider à avoir une vision peut-être un petit peu plus large. Et en tout cas, ce que j'ai envie d'amener au travers de ces vidéos, c'est vraiment des pistes de réflexion, des pistes de compréhension pour peut-être sortir un petit peu de tous ces certains dogmes, on pourrait dire éducatifs ou autres, euh, qui sont pas. Et j'ai envie de balayer un peu tout ça, hein. Il est temps d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'il y a certaines choses qui vont plus du tout. Donc vraiment, c'est comme des ouvertures, hein, et des pistes de réflexion. Et après, à chacun, voilà, de prendre des clés ou de pas, en tout cas. Mais c'est vraiment des propositions que je fais dans ces vidéos. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment important de transmettre ce que moi-même j'ai compris. Et puis sur un petit peu plus large avec les plantes et tout ce que la nature peut vraiment nous amener, en tout cas. Voilà. Et de développer aussi l'autonomie de chacun, des enfants, les laisser se développer, leur donner la possibilité de devenir indépendants à tous les niveaux. Ça me semble aussi très important. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.